Et vous nous rejoignez maintenant sur la chaîne de l'élection présidentielle. Il est 21 h et voici ce que donne ce premier tour de l'élection. Emmanuel Macron, selon les estimations, est là pour BFM TV. Et je parle sous couvert de Bernard Sananès, son autorité. Président de l'Institut est là. Emmanuel Macron, 24%. Marine Le Pen, 21,8%. Éliminé donc. François Fillon, très légèrement devant Jean-Luc Mélenchon. Et un score d'à peine 6% pour Benoît Hamon. Les scores vont-ils encore bouger, Bernard Sananès? On entendait la prudence tout à l'heure du camp de Jean-Luc Mélenchon qui estimait qu'il fallait encore attendre un peu. Écoutez, il faut toujours être prudent, mais nous n'avons pas de doute à 21 h sur l'ordre d'arrivée des deux premiers candidats. Il y a encore peut-être une petite hésitation entre le troisième et le quatrième, mais il nous semble assez clairement éliminé. On voit bien que le candidat qui veut représenter le et droite et gauche affrontera la candidate qui veut représenter le ni droite ni gauche. C'est effectivement un chamboulement du système politique. C'est la première fois sous la Ve République que le candidat de la droite ne figurera pas au second tour de l'élection présidentielle. Et on voit aussi que c'est la première fois depuis très longtemps, j'allais dire depuis 1969, qu'un candidat du centre arrive au second tour. Enfin, les deux candidats des primaires, issus des primaires, sont éliminés alors qu'ils sortaient avec toute la légitimité que leur avait conféré leur score très important aux primaires. Nul doute que le débat sur les primaires et en tout cas sur la campagne post-primaire va avoir lieu dans ces différents partis. Christophe Barbier, analyse donc de ce premier tour de scrutin. On a incontestablement une révolution française ce soir. Hein. Ce qui est tombé, ce ne sont pas seulement des individus. Fillon d'un côté, Hamon de l'autre. C'est tout un système. C'est tout un système sur lequel vivait la Ve République depuis 1958. Il se passe qu'on a au second tour la double contestation de ce système. Une contestation par l'alliance des bonnes volontés, c'est ce que Emmanuel Macron essaye d'incarner, et une contestation plus populiste, plus nihiliste, le ni droite ni gauche qu'incarne Marine Le Pen. Il ne faut pas se bercer de faux suspense. Aujourd'hui, ce soir, compte tenu des ralliements, compte tenu des appels à voter, la chance que Marine Le Pen gagne le 7 mai est infime, elle est minuscule. Emmanuel Macron a plus d'un pied à l'Élysée ce soir. Et le fait que François Hollande l'ait appelé sans tarder pour le féliciter participe de ce sentiment. Ça ne veut pas dire que les 15 jours qui viennent vont être inutiles et inintéressants. Il y aura notamment un débat télévisé que Emmanuel Macron ne pourra éviter face à Marine Le Pen, alors que Jacques Chirac en 2002 avait fait annuler le débat face à Jean-Marie Le Pen. On aura donc cette confrontation. Et puis, tout commence pour Emmanuel Macron. Créer un gouvernement de toutes pièces au lendemain d'une probable victoire à la présidentielle, c'est pas facile. Mener une bataille législative, ce n'est pas simple quand on ne part pas d'un parti existant. On voit déjà la droite d'ailleurs faire le pari d'une certaine cohabitation, ou pour les plus modérés, d'une certaine cogestion autour d'un projet commun entre macronistes et ceux que la droite pourra sauver lors des législatives. Hervé Gattegno. Vous voyez, on a beaucoup parlé de l'étrangeté de cette campagne. Eh bien, il y a une étrangeté supplémentaire ce soir. C'est vrai, Bernard Sananès l'a dit, non seulement la droite n'est pas présente pour la première fois au second tour de la présidentielle sous la Ve République, mais autre première, aucun des deux partis de gouvernement n'a un candidat qui figure au second tour de l'élection présidentielle. Ça aussi, c'est complètement inédit sous la Ve République. Lorsque Lionel Jospin avait été éliminé il y a 15 ans, on avait parlé d'un choc, d'un coup de tonnerre. Et curieusement, aujourd'hui, alors que nous assistons à un double 21 avril, eh bien, ce choc, ce coup de tonnerre ne se produit pas parce qu'au fond, nous étions prévenus. Nous le savions, nous l'avions quelque part un peu intériorisé. Nous savions que c'était le scénario le plus vraisemblable. Il s'est produit. Pourquoi le savions-nous? Eh bien parce que contrairement à ce qu'ont dit beaucoup de gens pendant cette campagne, beaucoup de gens et notamment beaucoup de gens dans le personnel politique, les sondages ne se sont pas trompés. Les sondages ont dit presque exactement ce qui était en train de se passer et nous en avons la vérification ce soir. La percée spectaculaire d'Emmanuel Macron, la qualification de Marine Le Pen, l'affaissement de François Fillon, et la percée de Jean-Luc Mélenchon et l'effondrement de Benoît Hamon. Tout ça était inscrit dans les sondages, tout ça est inscrit dans les résultats du premier tour. On critique souvent les instituts de sondage. Il faut aussi parfois dire qu'ils ne se trompent pas. Nous sommes en direct avec Barbara Pompili, secrétaire d'État en charge de la biodiversité, qui est soutien d'Emmanuel Macron. Bonsoir Barbara Pompili, merci d'être avec nous en direct sur BFM TV. Vu tous les soutiens qui commencent à arriver, les appels à voter en faveur d'Emmanuel Macron, ça veut dire que la victoire du candidat En Marche dans 15 jours ne peut lui échapper ?
Écoutez, on verra, il va y avoir une campagne pour le second tour, mais ce qu'on peut dire quand même ce soir, c'est qu'une page importante dans l'histoire de notre vie politique est en train de se tourner et qu'il va falloir réécrire une nouvelle histoire. Je crois que les Français ont besoin de renouvellement, ils ont besoin de reconstruire la politique et c'est tout le travail qui va être fait. Aujourd'hui, on voit que les anciens clivages ont sauté et qu'on se retrouve pour ce second tour avec un clivage très clair entre le progrès, entre l'ouverture sur l'avenir et puis le déclin, le repli. Donc on va travailler pour reconstruire et je crois que c'est un beau défi qui nous attend. Un beau défi qui vous attend. Est-ce que vous avez entendu le Front National dire c'est l'UMPS de nouveau, c'est tout le système qui est en train de se mettre en place et ça les électeurs n'en voudront pas d'ici 15 jours? Oui, ils jouent ce jeu-là, ils essayent de monter les gens les uns contre les autres. Je crois qu'au contraire, ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui, c'est rassembler tous ceux qui se retrouvent dans l'envie de progrès, tous ceux qui se retrouvent dans l'envie de refaire de nouveaux codes dans la vie politique pour justement redonner un avenir à ce pays, redonner une envie, redonner leur place à tous les habitants de ce pays, relancer notre économie. Et ça, je crois que, et je suis sûre même que le camp du Front National ne le propose pas, il propose au contraire le repli, la sortie de l'Europe. Il propose une catastrophe économique et financière. Pardonnez-moi de vous couper la parole à Marine Le Pen qui va prendre la parole dans un instant en direct. Marine Le Pen à Hénin-Beaumont avec les drapeaux Marine Présidente, les drapeaux français levés bien haut dans la salle où la candidate du Front National va prendre la parole dans un instant. Si l'on se fie aux estimations, aux chiffres donnés par Bernard Sananès et l'Institut ELAB, donc pour BFM TV, c'est Emmanuel Macron qui est sorti en tête de ce premier tour devant la candidate du Front National que l'on écoute. Vous m'avez porté au second tour de l'élection présidentielle. J'en mesure l'honneur avec humilité et reconnaissance. Je voudrais vous exprimer à vous, électeurs patriotes français, ma plus profonde gratitude. La première étape qui doit conduire les Français à l'Élysée est franchie. Ce résultat est historique. Il fait reposer sur moi désormais la responsabilité immense de la défense de la nation française, de son unité, de sa sécurité, de sa culture, de sa prospérité et de son indépendance. Il s'interprète également comme un acte de fierté française, celui d'un peuple qui relève la tête, celui d'un peuple sûr de ses valeurs et confiant en l'avenir. Il n'a échappé à aucun Français que le système a cherché par tous les moyens, même les plus contestables, à étouffer le grand débat politique qu'aurait dû être cette élection. Ce grand débat va maintenant enfin avoir lieu. Les Français doivent saisir cette opportunité historique qui s'ouvre, car le grand enjeu de cette élection est la mondialisation sauvage qui met en danger notre civilisation. Les Français ont un choix très simple. Soit nous continuons sur la voie d'une dérégulation totale, sans frontières et sans protection, avec comme conséquence les délocalisations, la concurrence internationale déloyale, l'immigration de masse, la libre circulation des terroristes. Ce règne, c'est celui de l'argent roi. Soit vous choisissez la France, des frontières qui protègent nos emplois, notre pouvoir d'achat, notre sécurité, notre identité nationale. Vous avez donc le choix de l'alternance, la vraie, pas celle qui a vu des gouvernements se succéder sans que rien ne change. Celle que je vous propose, c'est la grande alternance, l'alternance fondamentale qui mettra en place une autre politique, d'autres visages au pouvoir et le renouvellement auquel vous aspirez. Ce n'est évidemment pas avec l'héritier de François Hollande et de tous les échecs de ce quinquennat catastrophique que cette alternance tant attendue viendra. Il est temps désormais de libérer le peuple français, tout le peuple, sans oublier nos compatriotes d'outre-mer qui ont exprimé à mon égard une confiance qui m'honore. Il est temps de libérer le peuple français d'élites arrogantes qui veulent lui dicter sa conduite, car oui, je suis la candidate du peuple. Je lance un appel à tous les patriotes sincères, d'où qu'ils viennent,
quelles que soient leurs origines, quel qu'ait été leur parcours et leur vote au premier tour, à me rejoindre. Je les appelle à sortir des querelles périmées, des a priori et des ressentiments, parce qu'il y va de l'intérêt supérieur du pays. C'est l'essentiel, vraiment l'essentiel qui est en jeu, la survie de la France. Je les appelle à l'unité nationale. Derrière notre projet de redressement, nous les accueillerons fraternellement. Le 8 août 1943, le général de Gaulle le rappelait à Casablanca, la grandeur d'un peuple ne procède que de ce peuple. C'est ce principe qui, durant les 1500 ans de son histoire, a façonné la France que nous aimons. C'est ce principe que je mettrai en œuvre. Le rassemblement du peuple français auquel chacun aspire ne peut se faire qu'autour de l'amour de la France. Vive le peuple français, vive la République, vive la France! Voilà, vous venez d'entendre la prise de parole, le discours de Marine Le Pen, discours très court, le réveil de la France, la Marseillaise maintenant qui est entonnée, le réveil de la France, le réveil des patriotes. Marine Le Pen, au deuxième tour de l'élection présidentielle, sera donc face à Emmanuel Macron, sorti légèrement devant Marine Le Pen, si l'on suffit toujours à notre estimation, à 21h11, signé de l'Institut ELAB et Bernard Sananès. C'est vers vous que je me retourne, Bernard. Est-ce que nous sommes dans la même configuration, justement, que ce qui s'était passé en 2002? Absolument pas. Il faut se souvenir qu'en 2002, Jean-Marie Le Pen n'avait quasiment pas progressé entre les deux tours de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, dans les sondages qui, évidemment, vont être complètement remis sur la table parce que c'est une nouvelle élection qui commence. Mais nous avons quand même des indications confirmées également par toutes les élections intermédiaires, les élections partielles, les élections régionales, les cantonales, les départementales. On voit qu'aujourd'hui, le Front National peut progresser entre les deux tours d'une élection, parfois de 10 à 15 points. Et c'est ce que nous indiquent pour l'instant les sondages, sans même exclure une dynamique plus forte pour Marine Le Pen. Et donc, on est dans une configuration qui sera très vraisemblablement très différente de celle de 2002, avec un enjeu pour Marine Le Pen qui est clé, faire que ce ne soit pas comme en 2002 un référendum pour ou contre Le Pen, mais que ce soit un référendum pour ou contre le système, pour ou contre l'Europe, pour ou contre la mondialisation, changer l'enjeu du second tour. Voilà donc l'enjeu à mesurer ce soir, premier tour de cette élection présidentielle, une recomposition politique en marche, pour utiliser une expression à la mode en ce moment dans cette campagne électorale. Emmanuel Macron, qui est donc en tête de ce premier tour, devant Marine Le Pen, et des appels déjà à voter en faveur d'Emmanuel Macron, qui se sont multipliés depuis les premières estimations, depuis 1h15 maintenant. D'ailleurs, on va pouvoir commencer à les résumer, ces appels, en commençant par la gauche, les personnalités de gauche qui immédiatement ont décidé de dire voilà, il faut faire barrage à l'extrême droite. Bernard Cazeneuve, Premier ministre, Benoît Hamon, qui le premier des candidats a pris la parole, suivi de Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre, actuel ministre des Affaires étrangères, la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, et Anne Hidalgo, Pierre Laurent, Jean-Marc Cambadélis, Manuel Valls, Nathalie Arthaud, Jean-Christophe Cambadélis, pardon, vous avez raison, effectivement, Jean-Christophe Cambadélis et Nathalie Arthaud, il y a quelques instants. À droite aussi, les appels se sont rapidement enchaînés, appels de personnalités issus des Républicains, puisque François Fillon n'est pas qualifié pour ce deuxième tour. On a pu entendre Jean-Pierre Raffarin, le sénateur de la Vienne, en direct sur BFM TV. François Fillon, le premier d'ailleurs aussi, dans sa prise de parole à son quartier général, Christian Estrosi. François Barouin a appelé à faire barrage au Front National. Thierry Arnaud, Hervé Gattegno, Christophe Barbier-Routel-Krief, commentaire. Thierry Arnaud. Oui, l'essentiel de la mission est rempli pour Marine Le Pen. Elle est qualifiée pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Évidemment, à la différence de 2002 où l'arrivée de Jean-Marie Le Pen avait été une surprise, là, depuis plus d'un an, sondage après sondage, on nous annonce que finalement la chose la plus sûre de cette élection qui avait très peu de certitude, c'était la qualification attendue de Marine Le Pen pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. La mission pour autant n'est pas totalement accomplie, au sens où très souvent ces mêmes enquêtes d'opinion la donnaient en première place, parfois avec des scores sensiblement plus élevés que ce qu'elle réalise ce soir.
elle n'est pas en première place. Par ailleurs, elle n'est pas favorite de cette élection présidentielle. C'est assez clair de ce point de vue. Et il va falloir batailler dur pour essayer d'incarner cette alternative à ce que propose Emmanuel Macron. Autour de quelle idée centrale? Eh bien, elle vient de nous le répéter très clairement. Elle est l'adversaire de la mondialisation sauvage qui met en danger notre civilisation, sans frontières, sans protection. À l'inverse, elle incarne la France, les frontières et plus généralement cette idée de protection. Elle peut espérer avec ça, évidemment, faire un score beaucoup plus élevé que celui qui a été le score de Marine Le Pen en 2002. Je signale au passage qu'elle fait 6 400 000 voix au premier tour de la présidentielle de 2012. Et là, elle gagne un peu plus d'1 million, sans doute environ 1,5 million de voix supplémentaires pour le Front National. C'est de loin le score le plus élevé en nombre de voix pour son parti. Elle est désormais potentiellement, sinon la prochaine présidente de la République, au moins potentiellement la personnalité la plus importante de ce qui serait l'opposition à Emmanuel Macron. Nous sommes en direct avec Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur, proche de Nicolas Sarkozy, député européen Les Républicains. Bonsoir Brice Hortefeux, merci d'être en direct avec nous sur BFM TV. À 21h15, vous appelez maintenant vous aussi à voter Emmanuel Macron ? Non, d'abord, les électeurs de la droite et du centre doivent digérer la déception immense qui est la nôtre, après, alors que nous espérions une alternance, qui serait une alternance forte. Donc, d'abord, laissez-nous le temps aussi de comprendre, de se poser les bonnes questions, de réfléchir à comment demain construire ce qui est aujourd'hui détruit. Pour le reste, le choix, bien sûr, est entre deux candidats et au deuxième tour, après avoir choisi, on élimine. Je dis, je pense, je répète que l'application du programme du Front National conduirait à l'isolement de notre pays. Je suis député européen et je le mesure. Et en même temps, à l'appauvrissement des Français. Et puis, il y a aussi ce sujet. L'enjeu des prochaines années, c'est pour ou contre l'Europe. Et moi, je suis pour l'Europe. Brice Hortefeux, François Fillon n'a pas hésité à dire qu'il appelait à voter Emmanuel Macron. Vous préférez dire que vous appelez à voter contre le Front National. Visiblement, c'est plus difficile pour vous ce soir, à l'heure où l'on se parle. Non, nous disons la même chose. Chacun peut exprimer un choix qui est un choix personnel. J'ai le mien, j'ai les convictions, mais il nous appartient à une famille politique. Je suis un des responsables de cette famille politique et donc très clairement, je souhaite que les instances de ma famille politique, en l'occurrence un bureau politique, se réunissent pour que nous puissions ensemble prendre une position, mais la position sera dans la diversité, sera pas une voix pour Marine Le Pen. Justement, vous aviez failli dire Jean-Marie Le Pen. Est-ce que vous pensez qu'on est véritablement dans le même cas de figure que 2002 et que la victoire d'Emmanuel Macron est acquise ou pas, selon vous ? Non, on n'est pas dans la même configuration que 2002 et tous les spécialistes qui vous entourent l'ont à juste titre répété. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il doit y avoir une mobilisation, car encore une fois, ce serait un très mauvais signal pour le rôle, la place, l'avenir de notre pays s'il y avait un succès de Marine Le Pen. Donc, je le dis, pas une voix doit se porter sur Marine Le Pen. Merci Brice Hortefeux, merci d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV. Revenons donc à cette configuration, à ce deuxième tour qui se profile, Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, Christophe Barbier, avec des appels qui ont commencé droite et gauche à soutenir le candidat En Marche. Bien sûr, mais ça ne suffira pas. Il faut qu'il change, le candidat d'En Marche, qu'il termine sa mutation. Là, de se faire aimer, il veut se faire craindre. C'est ce qu'Agrippine dit de Néron dans Britannicus. Et bien, il faut qu'il prenne un peu des leçons chez Néron, le patron d'En Marche, parce qu'il a trop joué la séduction ces derniers temps. Et là, il va devoir affronter un adversaire redoutable. Et donc, il faut qu'il montre les dents, il faut qu'il soit un peu plus dur. Il faut qu'il montre aux Français, notamment aux Français aux colères, que lui aussi, il pourra défendre leurs intérêts, qu'il n'est pas simplement le produit d'un système où on réussit de beaux diplômes, de belles carrières dans le privé ou dans le public, et où finalement on va défendre ceux qui sont intégrés. Il y a une France de la colère qui est éliminée ce soir, c'est celle qu'incarne Jean-Luc Mélenchon. Il y a une France de la colère qui reste en lice. Il faut que Emmanuel Macron pense aussi à ces Français-là. Ils sont des électeurs comme les autres. Il a le bénéfice du doute, il n'a pas de passé, donc il n'a pas de passif, pour reprendre une métaphore de François Mitterrand. Marine Le Pen non plus, n'a jamais gouverné.
elle joue là-dessus en disant, vous voyez, vous pouvez essayer la vraie alternance, et un peu comme le flacon de cyanure devant l'homme qui a soif, elle est extrêmement tentante, mais il faut qu'Emmanuel Macron démontre aux électeurs que ça serait le cyanure que de voter Front National. Bernard Sananès. Ce que vient de dire Christophe, on va voir dans la soirée, quand on verra un peu la carte des résultats, on va voir un vote territorialement très hétérogène. On va voir un vote Emmanuel Macron vraisemblablement très fort dans les grandes villes. On va voir un vote Marine Le Pen très forte dans les zones rurales et dans les zones périurbaines. Et donc ça va être aussi un enjeu pour les deux candidats de réussir à parler à l'autre France, à la France à laquelle ils n'ont pas parlé au premier tour. Et pour Emmanuel Macron, évidemment, l'enjeu c'est de ne pas parler simplement à la France qui va bien ou à la France qui va le moins mal, mais aussi de réussir à parler à la France qui souffre, au milieu populaire, aux exclus, aux précaires, sur lequel aujourd'hui Marine Le Pen a une très forte avance. C'est donc une autre campagne qui commence, bien sûr, campagne de deuxième tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Nous allons tout de suite nous diriger vers ce qui se passe du côté de chez Jean-Luc Mélenchon. C'est Anne-Sora Dubois qui est en direct avec nous pour BFM TV. Anne-Sora Dubois, est-ce que du côté de chez Jean-Luc Mélenchon, on a publiquement accepté la défaite ou pas encore? Il y a Éric Coquerel, il y a quelques minutes, nous disait on préfère attendre le fil de la soirée. Et oui, Emmanuel Bompard s'est exprimé, directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon il y a quelques instants, et lui il est encore plus clair. Voici ce qu'il dit, voici ce qu'il a déclaré à la tribune il y a quelques secondes. Les résultats qui proviennent des grandes villes ne confirment pas les résultats des instituts. Donc pour l'instant, eh bien, dans l'entourage de Jean-Luc Mélenchon, on refuse tout simplement le résultat qui a été donné précédemment, c'est-à-dire un second tour, Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon attendait que les résultats se confirment pour s'exprimer. Il attend donc toujours. On nous annonce sa déclaration à 22h. En attendant, au moment où Emmanuel Bompard a fait cette déclaration, il y a eu évidemment des hurlements d'enthousiasme de la foule à l'extérieur, des militants qui y croient encore, qui disent eh bien qu'effectivement, il y a certains résultats qui manquent encore et que donc ils se refusent encore et toujours à l'heure actuelle à admettre cette défaite à l'heure qu'il est. Anne-Sora Dubois, donc au quartier général de Jean-Luc Mélenchon. Explication pourquoi autant de retenue. Remarquez, de la part d'un candidat de la France insoumise, on ne se soumet pas justement au résultat partiel. Rotel Krief, et nous serons avec Clémentine Autain dans un instant. D'abord, Jean-Luc Mélenchon a fait une percée fulgurante ces dernières semaines, et on peut dire que, d'une certaine façon, il y a cru un peu. Jusqu'en début de soirée, il y avait des chiffres qui le donnaient peut-être à touche-touche avec Marine Le Pen. Finalement, ça s'est éclairci, on a vu les choses plus clairement. Donc, il y a peut-être un peu de déception là à cette heure-ci. Ensuite, Jean-Luc Mélenchon, dans ses électeurs, dans son programme, je ne dis pas que c'est la même chose, bien évidemment, que Marine Le Pen, mais il y a des points communs sur l'Europe, des points communs sur l'antisystème, des points communs et sur les classes populaires, qui d'ailleurs ont fait un voyage pendant cette campagne de chez Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, et qui, donc du coup, rendent difficile pour Jean-Luc Mélenchon l'acceptation de cette situation et surtout l'appel à voter pour Emmanuel Macron. C'est là que ce sera intéressant. Il devrait, en toute logique, appeler à voter contre Marine Le Pen, mais il sait que dans ses électeurs, il y a des électeurs qui ont le même scepticisme face à l'Europe, la même volonté de protectionnisme économique et un rapport quand même au système qui est, entre guillemets, à ce qu'on appelle le système, ce qu'un certain nombre de gens appellent le système, qui est évidemment très distant. Donc pour lui, la décision et la position est assez délicate. En revanche, il y a une chose qui est claire, c'est que Jean-Luc Mélenchon a largement gagné son pari à l'intérieur de la gauche, qui est de dominer la gauche, d'éliminer en quelque sorte le Parti socialiste, de prendre sa revanche clairement de 2012 et de pouvoir poser les jalons de la création d'un parti qui pourrait ressembler à Podemos en Espagne et qui, de ce point de vue-là, prend une forme de magistrature à l'intérieur de la gauche et qui est quand même une étape très importante pour lui, qui est la marque d'une campagne très réussie sur la forme et autour de sa personnalité. En revanche, ce deuxième tour et sa position, elle est compliquée à décider. Nous sommes en direct avec Clémentine Autain, soutien de Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir Clémentine Autain, merci d'être avec nous. Donc vous maintenez là à l'heure où l'on se parle, à 21h23, vous ne validez pas pour le moment le scrutin tel qu'il est présenté par nos estimations.
Écoutez, j'entends la précaution prise par Jean-Luc Mélenchon et ses équipes. Ce que je peux vous dire ce soir, c'est que les premiers résultats dont nous disposons invitent à faire une première analyse, consiste à dire tout simplement que nous avons là le résultat de 30 ans de politique néolibérale qui ont désorienté et déçu profondément le peuple. Et j'observe que le score du Front National, qui aurait dû être balayé par un quinquennat véritablement de gauche, se trouve là encore présent et bien trop haut dans notre pays, menaçant. Donc c'est d'abord ce bilan-là que je souhaite tirer. Et la deuxième chose que je veux vous dire, c'est que la campagne de Jean-Luc Mélenchon a été absolument brillante, formidable, qu'elle a suscité un espoir dans le pays en remobilisant des catégories populaires. Et à l'heure où je vous parle, je crois que Jean-Luc Mélenchon est en tête à Sevran, la ville dont je suis élue, qui est une ville populaire. Donc il a remobilisé les catégories populaires, les jeunes, et qu'il a su reconstituer un espoir sur une gauche de transformation sociale et écologiste. Et c'est un bilan formidable au sens où cela permet de penser qu'un espoir est à nouveau possible pour battre en brèche, bien sûr, l'extrême droite et tous ceux qui représentent le système en place et qui entendent prolonger ce qui a malheureusement créé trop de chômage, trop de précarité, trop d'inégalités creusées. Mais toutefois, Clémentine Autain, ce soir, chez les Républicains, on a d'ores et déjà appelé à voter en faveur d'Emmanuel Macron. Est-ce à dire que vous cherchez à gagner du temps, à vous organiser, en fait, avant de pouvoir éventuellement appeler à voter Emmanuel Macron, parce que vous auriez du mal à le faire ? Écoutez, si le résultat était confirmé, mais encore une fois, les équipes de Jean-Luc Mélenchon font le choix ce soir d'être prudents et donc il faut être prudent. Mais si vous me posez la question du deuxième tour et de notre positionnement, pas une voix pour l'extrême droite, c'est l'évidence. Mais pour autant, je n'ai pas changé de position et nous n'avons pas changé de position sur ce qu'est Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, quand j'entends ce soir les ralliements qui arrivent en masse, Jean-Pierre Raffarin, Barouin, Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est vrai qu'on a franchement le sentiment qu'il s'agit d'un candidat qui incarne une sorte de nouvelle droite. Et donc, en effet, nous sommes attristés pour le pays. Si ce résultat était confirmé, nous serions attristés pour notre pays de voir que, bien sûr, nous allons nous battre pour qu'aucune voix ne se porte sur la candidature de Marine Le Pen et pour vraiment battre l'extrême droite qui menace. Et en même temps, nous sommes inquiets parce que la poursuite de ces politiques néolibérales serait une catastrophe pour le pays. Mais c'est un appel à l'abstention ou c'est un appel nominatif à voter Emmanuel Macron? J'ai du mal à comprendre, vous êtes un peu ambigu, Clémentine Autain. C'est un appel à battre l'extrême droite. C'est un appel à battre l'extrême droite, mais c'est aussi un discours qui vise à vous dire que, comme des millions de Français ce soir, je ne trouve pas mon compte dans ce deuxième tour. Je ne serai pas représentée en tant que telle dans ce deuxième tour. Donc voilà, c'est notre déception évidemment de ce point de vue. Mais le plus important, c'est d'être très fort contre l'extrême droite. Mais vous savez, l'extrême droite, il ne faut pas simplement le battre là. Il faut le battre en brèche, dans la durée. Et le fait que Jean-Luc Mélenchon ait été présent avec force dans cette campagne, c'est aussi ce qui a permis à un électorat qui était dégoûté de cette politique de retrouver l'espoir. Et moi, ce qui m'intéresse ce soir, c'est de m'adresser à eux et de leur dire c'est le début d'un chemin que nous allons continuer ensemble. Et cette espérance, nous n'allons pas la laisser retomber, mais nous allons nous donner les moyens de la prolonger et de construire demain des majorités, non pas sur du bricolage qui mènerait à des politiques très incertaines et en tout cas sans doute la reproduction de l'existant, voire l'aggravation de l'existant, mais par des politiques qui permettent d'améliorer les conditions de vie du grand nombre. Clémentine Autain, donc soutien de Jean-Luc Mélenchon, direct avec nous sur BFM TV. D'autant que, et je viens vers vous, Routel Krief, Hervé Gattegno, Thierry Arnaud et Christophe Barbier, vu le score de Benoît Hamon, ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon, il se dit chouette, si jamais c'est confirmé que si on a bel et bien un deuxième tour, ce que nous dit Bernard Sanès-Delap, mais Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ça veut dire qu'il dit chouette, maintenant, le futur de la gauche, l'opposition, quoi qu'il arrive, oui, c'est moi. Mais c'est une opportunité, mais c'est aussi une question très difficile qui est posée à Jean-Luc Mélenchon ce soir. Il est de fait, avec ce score, le leader de la gauche. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire être le leader de la gauche? Et comment, pour employer un mot qu'il n'approuverait sans doute pas, comment est-ce qu'il
capitalise sur ce score impressionnant qu'il fait ce soir. Comment est-ce qu'il devient le patron du principal groupe de gauche à l'Assemblée nationale, par exemple? Est-ce que la France insoumise doit devenir une force capable de présenter un grand nombre de candidats crédibles aux législatives? Est-ce que la France insoumise peut espérer avoir des dizaines et des dizaines de députés à l'Assemblée nationale? Et comment Jean-Luc Mélenchon lui-même compte-t-il prendre la tête de cette gauche renouvelée? Comment est-ce qu'il la voit? Ce sont beaucoup de questions très importantes et très difficiles qui lui sont posées ce soir. Christophe Barbier et Hervé Gattegno. Depuis des mois, il nous dit qu'il ne veut pas reconstituer une gauche plurielle, qu'il ne veut pas repartir dans des tractations avec le PS, qu'il a abandonné cette idée de la gauche contre la droite pour aller au peuple, pour rassembler le peuple. Et il va se trouver face à ce succès devant en effet un défi assez incroyable à relever, idéologique, politique, médiatique. Il va être prisonnier de ce succès. Hervé Gattegno voulait du Racine, eh bien c'est Vénus tout entière à sa proie attachée. Ça sera très compliqué pour Jean-Luc Mélenchon d'incarner dans le quinquennat Macron probable une opposition reconstruisant la gauche. Mathieu Coache est en direct de la porte de Versailles pour BFM TV, porte de Versailles. C'est là qu'Emmanuel Macron est avec ses soutiens, le désormais qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle. C'est la liesse, la ferveur, c'est le moment d'euphorie en attendant que la nouvelle campagne commence aussi, Mathieu. Oui, effectivement, on a coupé les chaînes info ici, porte de Versailles, pour laisser place à la musique. Et vous le voyez derrière moi, des dizaines, des centaines probablement de drapeaux français, de drapeaux européens, comme on en voit dans tous les regroupements, dans tous les meetings d'Emmanuel Macron, qui a du retard. On avait dit que ce discours commencerait à 21h. Il est déjà 21h30. Emmanuel Macron qui est toujours à son quartier général pour le moment, entouré de ses proches. Il peaufine son discours. C'est ce qu'on me disait il y a encore quelques minutes. Alors, on ne sait pas exactement ce qu'il va dire lorsqu'il montera sur cette scène, mais on en a déjà une idée, puisque Emmanuel Macron a dit quelques mots tout à l'heure à nos confrères de l'AFP. On tourne clairement aujourd'hui une page de la vie politique française, a dit Emmanuel Macron. Les Français ont exprimé leur désir de renouvellement. Notre logique est désormais celle du rassemblement que nous poursuivrons jusqu'aux élections législatives. Un discours donc sur le rassemblement, un discours sûrement personnel aussi de la part d'Emmanuel Macron. Je peux vous dire que dans son entourage, eh bien, on est évidemment très heureux. Ce soir, certains se rappellent du début de ce mouvement En Marche, il y a un an, au mois d'avril dernier, à Amiens, où il n'était que quelques centaines. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron qui accède au second tour de cette élection présidentielle. Mathieu Coache, donc en direct de la porte de Versailles pour BFM TV. Nous sommes maintenant en direct aussi avec Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen en direct avec nous sur BFM TV. Jean-Marie Le Pen, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est votre fille qui se retrouve face à un candidat comme vous-même l'avez été en 2002. Est-ce que vous pensez que c'est le même cas de figure qui se présente ce soir? Non, pas du tout. J'étais, je pense, un candidat beaucoup plus clivant que de l'est Marine. Et je pense que si les Français ont les yeux ouverts, au deuxième tour, ils ont la possibilité de lui faire confiance et d'en faire la présidente de la République contre un candidat mystérieux, ancien ministre socialiste, mais qui l'a habilement déguisé, qui avance masqué et souriant, mais qui a pu peut-être tromper un certain nombre de gens, mais qui, je pense, après notre réunion du 1er mai, notre défilé et le discours que je prononcerai place des Pyramides, aura peut-être quelques soucis à se faire pour maintenir son image de rassembleur. Mais vous avez entendu d'ores et déjà les appels à voter en faveur d'Emmanuel Macron, très net, François Fillon, des personnalités de droite, de gauche aussi, pour faire barrage à Marine Le Pen. Mais ça ne m'étonne pas de voir le système se rassembler derrière son véritable candidat. Car le vrai candidat du système, même si c'était déguisé, c'était M. Macron, qui est quand même ancien ministre socialiste de M. Hollande. Bon, bref, et de M. Valls. Donc, par conséquent, tout ceci devra être disséqué en quelque sorte, et j'espère le faire le 1er mai, après le défilé de Jeanne d'Arc, qui sera, je le rappelle, le 40e de son espèce. Mais ça veut donc dire que on vous verra aux côtés de votre fille dans cette campagne d'entre-deux tours, Jean-Marie Le Pen? Je serai à ma place de citoyen, exprimant son opinion au nom d'un certain nombre quand même, je pense,
de milliers ou de centaines de milliers de Français pour les rallier à la candidature de Marine Le Pen, qui est la candidate nationale désignée par le suffrage universel. Oui, mais excusez-moi, Jean-Marie Le Pen, on ne peut pas dire que les rapports soient au beau fixe entre vous et votre fille. Vous êtes un atout ou un handicap pour Marine Le Pen dans cet entre-deux-tours? Ceux-ci sont d'un autre problème, je ne sais pas encore, mais la vie commence toujours demain. Et je suis toujours un cœur plein d'espoir. Merci Jean-Marie Le Pen, merci d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV. Je vous en prie, merci. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous de même. Commentaire, tiens, Hervé Gattegno, sur ce que l'on vient d'entendre. D'abord, on voit que dans ce deuxième tour où il va falloir être rassembleuse, Marine Le Pen, pour l'instant, rassemble au moins son père, en quelque sorte, et ça n'était pas forcément attendu. Mais on avait vu que dans la dernière phase de la campagne, Jean-Marie Le Pen s'était mis à dire du bien de sa fille, ce qui ne lui était pas arrivé depuis un moment. Alors je ne sais pas si le rassemblement auquel Marine Le Pen a appelé ce soir peut aller au-delà de son père et de l'ancienne garde du Front National. Elle en aura grand besoin parce que sans cela, elle serait obligée de s'arrêter assez rapidement. J'ai noté d'ailleurs que dans son intervention ce soir, Marine Le Pen, après avoir lancé de grands appels au rassemblement, a une phrase un peu curieuse. Elle a expliqué que le résultat de ce soir était la première étape vers le mouvement qui allait porter les Français à l'Élysée. Est-ce que ça signifie que les autres candidats ne représenteraient pas les Français? C'était pour le moins un peu paradoxal au moment de lancer un appel à l'unité. Pour le reste, dans l'intervention de Jean-Marie Le Pen, il y a au moins un point avec lequel on peut être d'accord et qui nous ramène à la partie précédente de notre discussion, dans laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord avec mes deux camarades, c'est sur la recomposition de la gauche. Jean-Marie Le Pen a raison de souligner que Emmanuel Macron est issu de l'ancienne majorité qui était celle de François Hollande, qu'il a été ministre de François Hollande et de Manuel Valls. Et il me semble qu'au moment où on est en train de s'interroger sur la recomposition de la gauche qui est en cours, il ne faudrait surtout pas limiter le débat à Jean-Luc Mélenchon et au Parti Socialiste ou à ce qu'il en reste. Il y a évidemment Emmanuel Macron lui-même. Il me semble qu'il y avait trois gauches dans cette campagne présidentielle qui étaient diversement représentées. Et ce soir, je crois que la gauche qui est plutôt dominatrice et victorieuse, c'est celle d'Emmanuel Macron, qui est une gauche sociale-libérale assumée, certes recentrée, certes appelant elle aussi au rassemblement, mais qui n'appelle pas au rassemblement pendant une campagne présidentielle. Mais je crois que pour l'instant, c'est plutôt cette gauche-là qui a la main. Et de ce point de vue-là, Jean-Luc Mélenchon, lui, sa difficulté, ça va être de réussir à récupérer tout ce qu'il peut récupérer des décombres du Parti socialiste, mais lui, évidemment, va s'interdire, et ses partenaires aussi, vont s'interdire de faire mouvement vers Emmanuel Macron. Donc au fond, Manuel Valls avait diagnostiqué des gauches irréconciliables. Ce soir, il y a probablement au moins une gauche inconsolable, c'est celle du Parti socialiste stricto sensu. En attendant, revenons dans le camp des Républicains, puisque François Fillon n'est pas qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle. On a entendu son discours, il a appelé à voter Emmanuel Macron. Nous sommes avec Édouard Philippe, les Républicains, mais qui était aux côtés d'Alain Juppé durant la campagne pour la primaire. Bonsoir Édouard Philippe, merci d'être avec nous. C'est donc une déflagration aussi. Bonsoir. Pour votre famille politique ce soir. François Fillon estimait que c'était impossible pour lui d'aller au-delà, vu les obstacles trop nombreux que l'on avait mis sur sa route. Ce sont ces obstacles, selon vous, qui ce soir font que François Fillon n'est pas qualifié ? Les affaires, entre autres? Il y a sans doute mille raisons et je fais confiance aux commentateurs et aux spécialistes de l'analyse politique pour exprimer, pondérer, mesurer, disséquer, analyser l'ensemble des raisons qui pourraient expliquer cet échec. Ce que je retiens de votre question, c'est surtout le terme de déflagration, de séisme. C'est la première fois sous la Ve République que les idées gaullistes, que les idées portées par la droite républicaine ne sont pas présentes au second tour de l'élection présidentielle. Et ça n'a rien de neutre et rien d'anodin. Donc encore une fois, on peut passer beaucoup de temps pour expliquer cet échec. Il faudra le prendre. Ce que je sais ce soir, c'est qu'il y a une situation politique qui est au fond d'une assez grande clarté, avec un Emmanuel Macron en face de Madame Le Pen, avec le Front National à la porte du pouvoir. Moi, je considère que dans cette situation, il faut parler clair. Je voterai évidemment pour Emmanuel Macron et j'essaierai de l'aider autant que je peux pour faire en sorte que cette victoire soit acquise. Elle ne l'est pas encore.
tour. Il ne faut pas sous-estimer la difficulté de battre Marine Le Pen au deuxième tour d'une élection présidentielle. Mais moi, je pense que ce serait un désastre pour la France si elle était élue, un désastre économique, un désastre social, un désastre humain et peut-être même moral. Et donc, je suis résolument décidé à la battre et résolument décidé à aider Emmanuel Macron. Il en a besoin. Donc, vous allez faire campagne durant ces 15 jours aux côtés d'Emmanuel Macron en tant que républicain ou sans être à la tribune avec lui, vous allez vous engager de toutes les manières dans les 15 jours à venir. Je n'en sais rien, mais je ne peux pas rester les bras croisés face à la possibilité que Marine Le Pen devienne présidente de la République. Que va-t-il se passer chez les Républicains? Je crois que demain, il y a un comité politique suivi d'un bureau le soir où tous les ténors du parti seront réunis. La direction des Républicains va imploser demain, Édouard Philippe? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment cette réunion se passera. J'y serai présent et j'exprimerai mon opinion à la fois sur les raisons qui ont pu nous conduire à cette situation et puis sur comment il faut en sortir. Je ne sais pas si la discussion sera organisée de façon très libre. Je ne sais pas s'il y aura des votes. Ça, c'est au responsable actuel du parti de le déterminer. Je pense que cette discussion sera nécessaire et j'y serai avec un esprit ouvert. Mais je pense qu'il faut pas se raconter de blagues. Dans les 2 semaines qui viennent, il faut impérativement faire en sorte que Emmanuel Macron l'emporte. Et ensuite, il faut impérativement que nous nous posions des questions sur notre ligne politique, sur notre ligne idéologique. Vous savez, je voudrais juste rappeler quelque chose. En 2002, on a créé l'UMP avec Alain Juppé pour rassembler l'ensemble des familles de la droite et du centre pour que jamais les idées portées par la droite et le centre soient absentes du deuxième tour d'une élection présidentielle. Ce soir, elles sont absentes. Elles ont été éliminées. Je pense que ça doit nous interroger très fortement sur ce qu'il advient de ce parti, sur ce qu'il advient de sa ligne et sur comment il envisage les années qui viennent. C'est-à-dire que l'avenir du centre ou d'une partie de la droite, c'est plus vers Emmanuel Macron qu'avec François Fillon, Nicolas Sarkozy et une autre partie de votre famille politique? C'est pas ce que je dis. Il y a toujours une très forte appétence à l'union dans notre formation politique. Mais je pense qu'on ne peut pas faire comme si la question ne se posait pas. Les 2 grands partis qui ont structuré la vie politique française, le parti Les Républicains et le parti socialiste, sont tous les 2 éliminés ce soir de l'élection présidentielle. On va pas faire comme si c'était pas un sujet. Il y a un moment quand même, il faut se regarder en face et se dire, on n'est peut-être pas sur la bonne ligne, on n'est peut-être pas sur les bons clivages. Donc je pense que si vous voulez qu'on mette la poussière sous le tapis en disant c'est pas grave, il y a bien des gens qui arriveront, mais je pense pas du tout qu'on en soit là. Je pense que la question est sérieuse, il faut avoir un traitement politique, intellectuel, idéologique de cette situation et il faut en sortir. Oui. Dernière question, Édouard Philippe, est-ce que c'est aussi la fin d'une ère de certaines personnalités, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon et autres qui doivent maintenant sortir du jeu et laisser une nouvelle génération prendre la main? Je ne dis jamais ça. D'abord parce que dans une formation politique, comme d'ailleurs dans un groupe humain, il faut de tout. Il faut des gens qui ont l'expérience de situations passées, parce que c'est indispensable pour s'appuyer sur eux. Il faut aussi des gens qui commencent, qui ont envie, qui ont peut-être un peu plus faim. Mais moi, je ne crois pas du tout au dégagisme générationnel. Je pense qu'au contraire, il faut assurer les transitions, assurer les continuités, assurer les complémentarités. Donc non, je ne dis pas que tel ou tel doivent partir. C'est pas dans ma nature. En revanche, je pense qu'il faut vraiment se poser des questions sur les lignes, sur les choix qu'on a faits. Je constate ce soir et je m'en réjouis, que l'essentiel du parti Les Républicains prend clairement position pour Emmanuel Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle. Je sais aussi que pendant 5 ou 10 ans, ce parti a vécu sur la théorie du nini. On ne prend pas parti au deuxième tour d'une élection. J'étais contre cette ligne, j'étais minoritaire, on m'a d'ailleurs jamais empêché de le formuler et j'en suis reconnaissant au Parti Les Républicains, mais j'étais contre cette ligne. Aujourd'hui, je constate que sans aucun mot, tout le monde s'en affranchit. Il y a un moment où il faut se poser des questions sur ce que nous avons fait, sur ce que nous voulons faire, et ce bureau politique sera peut-être la première étape de cette interrogation. Ma dernière question, puisqu'on vient de l'entendre à l'instant, Éric Woerth des Républicains dit que ce n'est pas la droite qui a perdu, c'est François Fillon. Ça donne une idée de l'atmosphère qui sera chez vous demain.
Écoutez, moi je ne me suis... quand j'ai décidé de me retirer de la campagne de François Fillon, je n'ai formulé aucun commentaire ni sur lui, ni sur ses choix. Aucun. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, après sa défaite, je l'accablerais. Donc je resterai dans la même position avant et après cette défaite. Je ne crois pas que la personne de François Fillon soit centrale dans cette affaire. Je pense qu'il faut se poser des questions sérieusement et donc de façon programmatique et de façon politique. Merci Édouard Philippe, merci d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV. Quelles conséquences alors pour la droite, Ruth El-Khrief? C'est très intéressant parce que Édouard Philippe d'abord est une figure assez neuve, très proche d'Alain Juppé. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est la droite très à droite, c'est la droite qui a été à la fois très libérale et sur un certain nombre de questions très différentes d'Alain Juppé. Il faut se souvenir du deuxième tour de la primaire. Et là, c'est un peu le match retour du deuxième tour de la primaire, ce qu'explique Édouard Philippe, en disant finalement la ligne de François Fillon. Vous avez vu qu'il ne veut pas accabler la personne, mais il parle de la ligne. Et là, il dit qu'il fallait une ligne plus rassembleuse, qu'il fallait une ligne plus au centre et que la ligne de François Fillon a perdu. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas de secret. Ce à quoi on va assister dans les jours qui viennent avec ces appels à voter pour Emmanuel Macron, c'est aussi à la composition d'une nouvelle majorité possible. Et Édouard Philippe, par sa personnalité, sa nouveauté, fait tout à fait partie d'un casting possible. Macron compatible, quoi, c'est ça. Macron compatible, avec de nouveaux visages et une ligne qui est plus centriste. Et là, ce soir... Alors, voilà, les images que l'on a en ce moment en direct, c'est Emmanuel Macron qui part de son quartier général. Regardez, il vient de sortir de sa voiture pour saluer ses partisans. Il va à la porte de Versailles. Il va à la porte de Versailles. Et il va gagner effectivement à la porte de Versailles pour retrouver l'ensemble des militants et passer la soirée donc avec eux. Pour parler, parce qu'on attend effectivement qu'il s'exprime. Sur quel point est-ce qu'il va axer son deuxième tour? On sait maintenant que Marine Le Pen appelle les patriotes, les vrais Français entre guillemets, à la rejoindre. Sur quel thème est-ce qu'il va lui appeler maintenant? Est-ce qu'il va déterminer sa campagne? C'est très important de voir. Il s'y est préparé puisque évidemment c'est un peu ce... voilà. Emmanuel Macron et son épouse Brigitte qui prennent le temps, donc, vous voyez, de sortir de la voiture et d'aller saluer une partie de leurs sympathisants. Christophe Barbier. La droite va se fracturer et certains à droite vont vouloir jouer le jeu de la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron s'il est élu dans 15 jours. Une partie de la droite va parier sur une victoire aux législatives pour imposer une cohabitation à Emmanuel Macron et le jeu des circonscriptions peut favoriser la droite. Et puis une troisième partie va commencer à se dire que c'est peut-être à travers une alliance avec le Front National que les clivages pourront se rescinder, se ressouder et que la droite pourra revenir au pouvoir. Et ils trouveront des partenaires au Front National pour ça. Peut-être qu'aux législatives, si Marine Le Pen perd la présidentielle, elle essaiera d'incarner l'opposition officielle, celle qui aura le plus grand groupe parlementaire anti-Macron, anti-majorité Macron. La droite est vraiment menacée ce soir de fracturation définitive. Et alors, durant cet entre-deux tours, justement, où est-ce que Marine Le Pen peut aller chercher des électeurs, Bernard Sananès? Au plus près d'elle, évidemment, sur les électeurs de Nicolas Dupont-Aignan, qui, on le sait, sont plus proches, d'ailleurs, en général, à équivalence, mais plus proches quand même du Front National, notamment sur les questions européennes, que de la droite. Et puis, chez les électeurs de droite, on mesurait jusqu'à présent un partage qui n'était pas tout à fait égal, mais il y avait à peu près 40% des électeurs de droite qui nous disaient qu'ils pourraient voter pour Emmanuel Macron, 25% qu'ils pourraient voter pour Marine Le Pen, et le reste, à peu près 30% qui s'abstenaient. Mathieu Coache est à la soirée des militants d'Emmanuel Macron. On va le retrouver en direct parce que justement, ils attendent ce soir le qualifié pour le deuxième tour de cette élection présidentielle. Mathieu, et quel est le programme de cette deuxième partie de soirée ? Alors Emmanuel Macron, que vous avez aperçu sur des images, quitter son quartier général, vient de prendre un petit bain de foule. Et je peux vous dire que ça n'était pas prévu. Ces attachés de presse nous avaient dit qu'il ferait simplement un petit coucou de sa fenêtre, mais il n'a pas pu s'en empêcher. Comme tout à l'heure, il n'a pas pu s'empêcher de saluer cette foule du 6e étage de son QG. Il a donc pris son temps. Il est maintenant en route de son quartier général qui est dans le 15e arrondissement. Nous sommes porte de Versailles, ce qui veut dire que dans quelques minutes à peine, il sera ici.
ici où on l'attend de pied ferme. Vous le voyez, ces militants qui sont là depuis maintenant, pour certains depuis plusieurs heures, avec des drapeaux français, des drapeaux européens. C'est vrai que le temps commence à être un peu long. On a mis la musique très fort pour garder un peu d'ambiance dans cette salle. Emmanuel Macron qui est donc sur le point d'arriver ici. Il va prononcer ce discours et puis eh bien, il se lancera dans cette campagne du deuxième tour face à Marine Le Pen, celle qu'il a toujours désignée comme son adversaire principal. Cette campagne qui va commencer très vite après ce discours. Oui, parce que l'euphorie, c'est jusqu'à ce soir, peut-être très tard dans la nuit, Hervé Gattegno, Thierry Arnaud. Mais ensuite, on va véritablement entrer demain matin dans la deuxième partie de l'élection, l'entre-deux tours, la campagne. Et là, c'est autre chose qui va se profiler. Il y avait quelque chose de très juste dans ce que disait Marine Le Pen tout à l'heure dans sa déclaration, lorsqu'elle dit le grand débat va enfin avoir lieu. Et c'est pas faux, parce que dans cette campagne, l'enjeu de la place de la France dans l'Europe, le rapport à la mondialisation ont été des sujets évidemment cruciaux, et on a deux visions qui vont s'opposer frontalement et qui vont être débattues à l'occasion de ce débat télévisé naturellement, mais tout au long de cette campagne, ce grand débat va enfin avoir lieu. Alors, il y a des arguments qui sont déjà posés. Emmanuel Macron peut attendre ce débat, il s'y prépare avec une difficulté, un avantage. La difficulté, c'est qu'il y a des arguments forts déployés par Marine Le Pen et qui rencontrent un écho auprès d'un grand nombre de Français, on le constate ce soir. L'avantage, c'est que cette argumentation, elle est connue, elle est martelée depuis des mois, et donc eh bien, Emmanuel Macron sait où Marine Le Pen va venir le chercher, si j'ose dire, et inversement. Le juge de paix de cet entre-deux tours, ce sera le face-à-face, le duel, le débat télévisé, Hervé Gattegno? Ça, ce sera le point d'orgue, évidemment, du deuxième tour, comme c'est toujours le cas. Mais avant cela, il y aura les stratégies de chacun des deux candidats, les appels au rassemblement, la question des réserves de voix dont parlait Bernard Sananès tout à l'heure sera évidemment capitale. Enfin, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ce ne sera pas du 80-20 comme en 2002. Quoi. Non, ça de toute évidence, non. Bernard Sananès l'a dit très justement. On a vu dans toutes les élections intermédiaires depuis l'élection de François Hollande que le Front National a désormais une capacité à progresser dans l'entre-deux tours d'une élection, même lorsqu'il part de très haut. Et donc, il faut intégrer cette donnée qui est nouvelle et qui confirme que le Front National est un parti qui pèse dans le jeu politique français aujourd'hui. J'ai presque envie de dire plus que les grands partis traditionnels que sont les Républicains et le Parti Socialiste. En tout cas, au vu des résultats de ce soir, c'est très clair. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que Emmanuel Macron est en quelque sorte un adversaire idéal pour Marine Le Pen, parce que comme le disait Thierry, il est au fond le symbole d'une France qui va bien, d'une France qui est bien intégrée, d'une France qui est diplômée, d'une France qui parle des langues étrangères, qui fait des voyages, et d'une France qui aime la place qu'a la France dans l'Europe et dans la mondialisation. Et Marine Le Pen, elle défend une ligne exactement inverse, et donc de ce point de vue-là, en effet, il y a une confrontation qui est assez forte. D'un autre côté, Emmanuel Macron, il a dans sa manche un atout qui fait de lui, en même temps, comme pour parler comme lui, un très bon adversaire face à Marine Le Pen. C'est cette modernité et cette capacité qu'il a à personnifier le renouvellement des élites, le renouvellement de la vie politique. Marine Le Pen ne sera pas la seule dans cet entre-deux tours à pouvoir dire qu'avec elle, on va tourner une page de la vie politique française. Dans tous les cas de figure, dans 2 semaines, on va tourner une page de la vie politique française sous la Ve République. Oui, c'est pourquoi Emmanuel Macron n'a absolument pas voulu se mettre dans la main d'aucun de ses soutiens, que ce soit Manuel Valls, que ce soit François Bayrou, que ce soit... Enfin, il a fait une alliance avec François Bayrou qui était assez forte, mais il a voulu absolument échapper à toute identification à un parti, et jusqu'au bout, il le sera, parce que c'est son atout maître face à Marine Le Pen. Sans parti officiel, sans parti institutionnel, le renouvellement, la société civile, une forme d'antisystème aussi à la manière d'Emmanuel Macron, européen, et qui veut rester à l'intérieur de l'Europe. Ça sera la principale différence. Mais il a cet atout de la jeunesse et du non-adhésion, la non-identification possible à un parti qui a gouverné ces 30 dernières années, ce qui pour lui est un atout très important, mais qui peut être un inconvénient pour les législatives lorsqu'elles vont s'approcher, parce que son mouvement En Marche est tout neuf et qu'il faudra qu'il démontre qu'il peut avoir une majorité avec En Marche seulement s'il arrivait en tête au deuxième tour après le 7 mai. Et donc, ce à quoi on peut s'attendre, c'est
à partir de ce premier tour ce soir, à des alliances, des coalitions, une nouvelle forme de vie politique qui va se dessiner, des nouvelles configurations de la vie politique française. Et en cela, ce deuxième tour est absolument historique et tout à fait nouveau pour la France de la Ve République. Bernard Sananès, alors que l'on a un œil sur le meeting je dis déjà le meeting, sur la soirée d'Emmanuel Macron, où il est attendu au milieu de ses partisans, donc porte de Versailles. Sa voiture vient de passer les portes, le portique, et elle va bien sûr maintenant se mettre près du bâtiment, et Emmanuel Macron et son épouse vont monter sur l'estrade et être face à leurs partisans. Et pour les électeurs et pour bon nombre d'électeurs, choix crucial à faire dans 15 jours, Bernard Sananès. Oui, nul doute d'ailleurs que les questions régaliennes, les questions de sécurité, les questions d'identité vont être au centre du débat de l'entre-deux tours, plus sans doute qu'elles ne l'ont été au premier tour. Ça, c'est le premier point. Le second, évidemment, c'est que quand on regarde l'équation politique, elle est sur le papier plutôt favorable à Emmanuel Macron, avec les soutiens. Mais quand on regarde l'équation sociologique, quand on regarde les thématiques et ce que nous apprennent les études, par exemple, sur un sujet comme la mondialisation, on voit aujourd'hui que plus de la majorité des Français vivent plutôt la mondialisation comme une menace que comme une chance. Et donc c'est sur ce débat aussi de la société française que va se faire le débat du second tour. Et d'ailleurs, on le voit très bien dans la traduction géographique des votes ce soir. Nous allons justement porte de Versailles retrouver Mathieu Coache en direct pour BFM TV parce que Emmanuel Macron vient d'arriver, Mathieu. Oui, Emmanuel Macron qui vient de rejoindre ce hall 5 du Mais nous allons écouter Jean-Luc Mélenchon qui va prendre la parole, qui prend la parole tout de suite, le candidat de la France insoumise. Alors, est-ce pour reconnaître sa défaite ou pas? Le résultat annoncé depuis le début de la soirée n'est pas celui que nous espérions. En toute hypothèse, ce ne sera pas celui qui a été annoncé qui sera le bon. En effet, le ministère de l'Intérieur a réservé sa déclaration jusqu'à ce soir minuit. Bien sûr, d'ici là, médiacrates et oligarques jubilent. Rien n'est si beau pour eux qu'un second tour entre deux candidats qui approuvent et veulent prolonger les deux les institutions actuelles, qui n'expriment aucune prise de conscience écologique ni sur le péril qui pèse sur la civilisation humaine et qui, les deux, comptent s'en prendre une fois de plus aux acquis sociaux les plus élémentaires du pays. Quoi qu'il en soit, et quel qu'il soit, lorsque les résultats officiels seront connus, nous les respecterons. Je ne saurais dire ni faire davantage à cette heure. Chacune d'entre vous sait en conscience quel est son devoir. Dès lors, je m'y range. Je n'ai reçu aucun mandat des 450 000 personnes qui ont décidé de présenter ma candidature pour m'exprimer à leur place sur la suite. Elles seront donc appelées à se prononcer sur la plateforme et le résultat de leur expression sera rendu public. Mon beau pays, ma belle patrie, et vous tous les gens, nous pouvons être fiers de ce que nous avons entrepris et réalisé. Nous sommes une force consciente et enthousiaste. Je vous appelle à rester groupés, à rester en mouvement et à être un mouvement. Car les défis que nous avons nommés, sans en cacher aucun ni aucune des difficultés qu'ils soulèvent pour les régler, ces défis restent à relever.
Et ceux qui prétendent aujourd'hui à l'honneur de nous représenter tous ont déjà fait la démonstration qu'ils étaient incapables même de les penser. L'heure à venir et les jours qui viennent restent celles des caractères et de la conscience. Vous tous les gens, patrie bien-aimée, vous êtes un matin tout neuf qui commence à percer. Fidélité à la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Vive la République, vive la France.